Morgan Pezzo, bonjour et bienvenue sur BlockX. Morgan, tu es aujourd'hui cofondateur et CEO de Yellow Teapot, donc une boîte qui développe le Car FT, donc un jeu de cartes à collectionner autour de l'automobile qui permet de gagner des prix réels dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bah écoute, merci Pierre déjà de me recevoir dans BlockX. Ravi de faire cette interview. Alors Morgan, comme tu l'as dit, j'ai un parcours qui est pas du tout enfin je suis pas du tout dans la blockchain depuis longtemps au final, mais surtout dans l'automobile. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur à la base pour construire des autos et j'ai jamais fait ça à la fin parce que j'ai monté à la fin de mes études une école de pilotage automobile, donc un projet assez fou. On était deux jeunes étudiants de 20 ans et on a monté un concept pour refaire vivre les sensations des pilotes des années 60 à des groupes d'entreprises et à des particuliers sur un concept assez haut de gamme, des monoplaces des années 60 avec toute une ambiance vintage en bord de piste, vraiment très scénarisé. On a bossé avec des grands groupes comme Michelin, Goodyear, Aston Martin et pas mal de particuliers qui sont venus s'éclater. En 2020, moi, j'ai quitté après 3 ans et demi cette boîte. Je n'étais plus d'accord avec mon associé sur la vision et l'ambition. La boîte existe toujours. J'ai fait autre chose pendant le début du Covid qui a un peu perturbé les projets, mais qui a aussi permis de développer ce dernier, qui est KRFT. C'est en fait venu de l'idée tout simplement de dire on joue tous à des jeux vidéo, enfin pour la plupart du monde, aujourd'hui il y a plus de 3 milliards de joueurs sur la planète. Tu joues à des jeux vidéo autour de l'automobile, dans notre cas, c'est notre passion, c'est une verticale qui rassemble plusieurs dizaines de millions de joueurs. Mais à la fin, en fait, quand tu as fini de jouer, tu gagnes jamais des prix réels. Enfin, tu n'as pas cette connexion avec la réalité qui te permet de dire, bah, tiens, si je joue bien à Forza, je peux gagner une casquette Lotus, une place pour les 24 heures du Mans ou ce genre de choses-là. Et avec mon associé, du coup, Laurent, qui lui a une quinzaine d'expérience dans l'écosystème, donc par rapport au côté événementiel, il était journaliste, il a bossé avec les plus grandes marques, avec les plus gros collectionneurs pour faire de l'advising et autres. On s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Le jeu vidéo, c'est très captif. Il y a une interactivité forte. Et les marques cherchent aussi des moyens de communiquer nouvelles, justement interactives avec leurs fans et clients. En plus de ça, la blockchain arrive, les NFT sont là, avec le succès de Sora, de NBA Top Shot et de pas mal de monde. Donc là, je te parle, on est vers le milieu de 2021, quelque chose comme ça. Et on se dit, bah, nous, on vient pas du milieu du jeu vidéo et pas de la blockchain, mais on voit la valeur ajoutée que ça peut apporter de se dire, bah, tout ce que tu peux acheter dans un jeu, tu peux le posséder demain, l'échanger avec d'autres joueurs. Et en plus, si tu es bon, ou à la manière de Panini, si tu complètes des collections de véhicules, pourquoi pas gagner des prix, comme je l'ai dit, comme ce merchandising, ces places pour event ou des expériences VIP. Et on se dit, bah, y a quelque chose à faire. Donc, on est allé voir des marques, on est allé voir des users, des fans d'auto, des amateurs d'auto. Et on en est arrivé à un concept qui aujourd'hui est KRFT, un jeu de cartes à collectionner autour de l'automobile, où on n'est pas du tout sur du racing, on n'est pas là pour faire la course, même s'il y a un narratif course derrière, mais on incarne un collectionneur qui doit compléter sa collection et la faire concourir dans des événements thématisés autour justement de la course, de l'élégance, du show-off, et donc essayer de mettre à profit ces talents de collectionneur avec toute une mécanique aussi de restauration de véhicules, d'échange justement avec une marketplace pour prouver qu'on est le meilleur joueur, mais ça reste subjectif parce qu'avec l'immensité des véhicules sous licence officielle, du coup, parce qu'on bosse avec les marques que tu vas pouvoir collectionner, tu vas pouvoir montrer tes talents, mais de manière différente. Voilà, et on est toujours en dev, donc c'est comme ça qu'on est arrivé dans cet écosystème blockchain. C'est aussi par la valeur ajoutée qu'on veut amener pour les amateurs d'automobile dans le monde entier. Yes, donc c'est vraiment arrivé par d'abord la passion de l'automobile et ensuite de voir cette opportunité qu'offre le Web3 qui permet d'allier les deux et éventuellement faire des ponts entre, effectivement, comme tu dis, le jeu et le réel qui manquait quand même encore aujourd'hui beaucoup. Donc, ouais, on est bien d'accord et ça, je préfère le ressouligner. C'est pas un jeu de racing, hein, c'est vraiment un jeu de C'est cartes ça. à collectionner. Donc, concrètement, ces cartes, elles correspondent. Est-ce que ça va être des voitures de course, de la Formule 1? Est-ce que ça va être je sais pas, des voitures classiques, j'imagine pas, comme Twingo ou comme Renault ou comment ça se On n'est pas sur la Twingo et le Scénic, mais tu peux avoir des. En fait, on commence à la petite sportive, si tu veux. Ça peut être la Clio 16S. D'ailleurs, on bosse avec Renault et ça va aller jusqu'à la Bugatti Chiron et ce genre de véhicules-là. On est plutôt sur des véhicules de route, même si on s'ouvre petit à petit aux véhicules de course, aux icônes des rallyes des années 80 et autres qui veulent dire beaucoup, tu vois, pour les amateurs d'automobile. On n'est pas du tout sur la F1. C'est quelque chose de différent. C'est d'autres licences. C'est un sport automobile. Nous, on est plutôt sur l'automobile au sens large. Même si j'ai parlé de véhicules de course,
ça reste plus dans l'esprit de la collection plus que de la course, justement. Et donc, ce sont des cartes qui représentent des véhicules. Ces véhicules ont des attributs et ont une note qui vient de stats réels, donc un peu la performance du véhicule dans la réalité, mais aussi de son état dans le jeu, de son niveau, de sa rareté. Ça donne une note générale, mais note aussi qu'on adapte en fonction des univers dans lesquels tu vas faire concourir ton véhicule. Et au niveau des mécaniques de jeu, ça va être très simple. On a deux modes. Tu as le mode bataille, si tu veux, comme une bataille de cartes. Tout le monde peut comprendre ça, ou tour après tour. Justement, narrativement, comme si tu faisais la course, il faut mettre la meilleure voiture. Ou justement, sur un mode deck building, tu dois créer la meilleure collection. C'est comme si, par exemple, Lewis Hamilton te dit OK, j'ai une course dans 3 semaines. Il me faut faire le meilleur line-up de véhicules des années 60 avec des véhicules allemands. Et tu as un budget, un temps limité. Et voilà la sélection que tu peux utiliser. Et un peu à la manière de FIFA Ultimate Team, on est basé un petit peu sur ces. Pas mal sur le foot au final. Je suis aussi un passionné de foot et ça a influé, je pense, influencé pardon, sur le game design avec notre game designer. FIFA, Sorare, tous les jeux de management aussi. On a vraiment cette veine-là, stratégie management dans ce qu'on a créé. C'est pour ça que c'est pas du racing. On voulait se différencier aussi parce que tout le monde fait du racing. C'est aussi compliqué à développer, tu vois, niveau 3D, niveau expérience de jeu et autres. Et au final, on s'est dit qu'on allait rien faire dans cet univers-là et qu'on voulait aller plutôt sur la stratégie et le management, quoi. Ouais. Peut-être pour imager, ouais, imager, tu as mentionné Sorare. Est-ce qu'on peut dire que c'est une transposition de Sorare qui est vraiment adaptée au monde du foot, au monde de l'automobile, pour KRFT? Alors, si tu veux un exemple marketing, on peut dire oui, ça simplifie la chose, ça vulgarise. Après, si on creuse un peu, c'est pas exactement la même chose parce que on n'a pas les mêmes systèmes de game design, de mécanique de jeu, notamment sur le fait que Sorare se base aussi sur des stats réelles et évolutives de semaine en semaine, comme là avec la Coupe du Monde, au moment où on parle, tu as les stats des joueurs avec Opta et autres qui font varier du coup les performances dans Sorare de tes joueurs, avec ce côté fantasy football. Nous, ça n'existe pas dans l'automobile, ce côté fantasy football. Donc, on a plus des stats qui évoluent, mais par le gameplay et pas influencés par la réalité, avec aussi un côté peut-être un petit peu plus mainstream et centré sur le jeu que Sorare, qui a aussi beaucoup ce côté trading, quoi. Mais Sorare est un exemple parmi d'autres sur lequel enfin, auprès duquel on s'inspire, bien sûr. Ouais. Je vais rentrer un peu dans l'aspect technique et je vais poser la question d'abord assez naïvement, mais je pense que c'est important de le répéter parce qu'on me le dit aussi à chaque fois. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça sur du Web 2? Pourquoi il y a besoin de la blockchain pour faire ça? Alors, on pourrait très bien le faire sur du Web 2 et c'est une question qu'on a étudiée très longtemps, même d'ailleurs, pour tout te dire, le projet, dès qu'il a commencé, on s'est dit, ouais, blockchain NFT, mais le premier réflexe qu'on a eu, c'était de te dire, OK, et si on enlève ça, est-ce que ça marche toujours? Est-ce que ça reste un jeu qui peut, disons, faire kiffer les passionnés et les amateurs d'automobile? La réponse est oui. Nous, on utilise vraiment la blockchain pour la partie liquidité des assets digitaux, propriété des objets digitaux. Dire, en fait, demain, ta carte de Bugatti, de Renault ou que sais-je, tu vas l'acheter et tu vas pouvoir l'échanger avec d'autres joueurs. Malgré tout, le NFT, dans notre cas, n'est pas ce qu'on appelle game breaker. C'est pas parce que tu vas payer extrêmement cher ou avoir les meilleures et les plus rares des cartes que tu vas gagner. Enfin, les meilleurs dans le sens acheter les meilleurs. Tu vas acheter les Bugatti et autres. On aura tellement d'événements et tellement de diversité dans le gameplay que même les petites cartes vont avoir de la valeur. Mais ce côté NFT, c'est plus se dire, c'est un passeport vers, un, la liquidité et deux, aussi, un truc qui nous tient à cœur, ce côté, je peux prouver en tout point de la planète et en tout temps que je suis vraiment possesseur je sais pas, de la collection Lotus qui, parce qu'on travaille avec les marques petit à petit, même si on n'est pas lancé, mais c'est dans les tuyaux, notamment avec Lotus et d'autres, ça va te permettre, pardon, de claim justement ces fameuses récompenses réelles, de prouver à la marque que tu es un gros collectionneur. Et ça, c'est immuable, c'est sur la blockchain et ça fait un petit peu office, si tu veux, si on vulgarise, de carte de fidélité ou de programme de récompense. Et ça, on pourra. Enfin, le côté centralisé peut permettre de le faire, mais ça reste nous qui en sommes les uniques, disons, gardiens, alors qu'avec la blockchain, tu as ce côté décentralisé, et notamment, peut-être que c'est une de tes questions, nous, on a essayé d'utiliser une blockchain qui était un minimum décentralisée. C'est une vraie question aujourd'hui dans cet écosystème-là. On peut en reparler. Nous, on a choisi Avalanche.
Mais l'idée, c'est que ça te permet d'avoir cette immuabilité et ce côté décentralisé sur la blockchain que tout le monde peut vérifier et pas juste nous. Yes, j'allais poser cette question-là, hein, justement, parce que j'ai vu que vous étiez sur Avalanche. Qu'est-ce qui a drivé ce choix-là? Pourquoi pas Polygon, par exemple? Ouais, c'est une super question. À la base, en fait, on a fait un énorme travail d'architecture parce que c'était pour nous disons le problème principal. Comme on le dit, le jeu peut marcher aussi sur du Web 2. Il sera disponible sur mobile et avec le compagnon web pour tout ce qui est marketplace, gestion de ta collection. L'idée, c'est que on voulait une UX Web 2. C'est-à-dire que tu te connectes avec du social login, ça te crée un wallet où tu es aussi maître au moins d'une partie de ta clé pour pas que nous puissions contrôler justement ce qu'il y a dedans. Ça reste un sujet assez important, celui-ci. Dès qu'on pourra faire du full non custodial, bah, ça sera le mieux pour nous, disons, mais il reste encore des frictions au niveau de l'UX pour les utilisateurs lambda. On a voulu que la marketplace aussi soit en USDC. On n'utilise pas de notre propre crypto, on n'utilise pas de crypto volatile. On veut vraiment que ça soit du stablecoin et on s'échange des cartes en dollars. On a voulu justement avoir une décentralisation certaine. Et Avalanche, du coup, avec son côté, bon, tout le monde le dit, c'est éco-friendly, mais bon, proof of stake, plus le fait qu'il propose les subnets tu connais peut-être, où tu peux avoir ta propre blockchain, entre guillemets. On n'utilise pas encore, mais c'est une possibilité d'évolution sachant que ça fait quand même des compromis sur la décentralisation, plus le fait que ça soit EVM aussi, avec le fait qu'on puisse utiliser Solidity facilement avec les développeurs, et que ça soit aussi une L1, ça nous a poussé vers Avalanche avec toutes les discussions qu'on a pu avoir aussi avec d'autres blockchains. On regardait Tezos, on regardait Polygon, on regardait Solana. C'est pas dit que demain on change d'avis, entre guillemets, sachant qu'on est toujours en test et développement mais Solidity facilite la chose aussi avec les standards qui existent. Mais Avalanche reste aujourd'hui un très bon choix par rapport à notre solution, sachant qu'au final, il n'y a que les OGs ou les purs Web3 qui vont aller peut-être regarder cette info-là, mais l'important, c'est aussi quelle valeur ajoutée on peut amener à l'utilisateur à la fin et est-ce que cette solution fonctionne en back-end, quoi. Yes, non, bah, évidemment, vu que ça passe sur BlockX, moi, le but du jeu, c'est aussi regarder un petit peu ce qu'il y a sous le capot. De ce que j'ai compris, la finalité dans tout ça, c'est quand les gens vont venir utiliser KRFT, n'aient aucune idée. On a une UX, on a une interface complètement Web 2, et que tout ce qui va venir se greffer sur du Web 3, en fait, ils ne le voient absolument pas. Ça vient juste apporter tout ce que le Web 3 peut apporter, mais c'est vraiment dans les coulisses, quoi. Eux ne le voient pas. Bah, de toute façon, sinon, en termes de timing et d'adoption, ce serait très compliqué pour onboarder du monde. Alors, on a planté le décor, je vais revenir un petit peu sur le jeu. On a planté le décor avec comment ça va fonctionner. On va parler un petit peu gameplay. Juste avant, quand même, je voudrais savoir, puisque vous proposez des cartes qui vont correspondre à des voitures qui existent déjà, aujourd'hui, combien vous avez de voitures, combien vous êtes transposé de voitures sur le jeu KRFT? Alors, c'est une bonne question, même moi, je ne sais pas. Je dirais on doit être à plus de 200, 300, mais ça, on a une possibilité de environ 3000 sur nos estimations, en fait, par rapport à tous les modèles historiques de toutes les marques et comptant aussi celles qui vont arriver dans le futur, plus les véhicules, justement, dits édition spéciale, voitures de sport, voitures de course et autres. L'idée, en fait, c'est qu'on bosse avec plus d'une vingtaine de marques aujourd'hui en termes de licensing et pour certaines en termes de marketing. On lance la première version officielle en mars et on va le faire en fait en plusieurs phases. Il y aura une phase avec peu de marques, une autre phase où on va faire rentrer plus de marques et un lancement un petit peu plus fort au deuxième semestre l'année prochaine avec encore plus de marques pour vraiment prendre notre envol. Euh, voilà, je sais pas, j'ai peut-être répondu à la question déjà. Oui, oui, non, mais si, On a si, de la exact. possibilité d'aller très loin en termes de nombre de véhicules, quoi. Il y a besoin d'avoir des accords au préalable des marques pour pouvoir. Ah oui, pour Oui. chaque voiture, en fait, il faut avoir l'accord de la marque, ce qui veut dire qu'il faut aller les voir, leur expliquer le concept, parce que tu peux pas leur dire on va faire un jeu de cartes en collectionné. Est-ce que toi, quand tu vas les voir, justement, tu leur parles de ce fameux Web3, de ces fameux NFT et de ce que ça va leur permettre à eux aussi, in fine, dans un second temps, pour permettre de faire une nouvelle clientèle, de pouvoir apporter des nouveaux services aux fans, hein, on va dire, à ceux qui sont vraiment intéressés par ça. Tu leur parles de tout ça, j'imagine, comment eux le prennent, quoi. Bah, ils le prennent plutôt bien. Après, on a quand même un avantage, c'est qu'on a la légitimité dans le secteur. C'est-à-dire que
on arrive pas avec une casquette uniquement business, mais quand on parle de leur marque, quand on parle de leur univers, on est des car guys, quoi, tu vois. C'est-à-dire que, et ça en prétention aucune, mais on a cette culture et ils le comprennent que aussi dans le jeu, on va parler de leur marque, le passé, le présent, le futur. Et on parle vraiment de jeu, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une expérience derrière, il y a quelque chose de ludique et de narratif, du coup. Et que le Web3/NFT, ils s'y intéressent tous au final. Ils regardent tout ça, dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Hier ou avant-hier, Porsche a lancé ses premières collections de NFT. Mais ça, après, c'est les projets qu'ils font eux-mêmes en interne, tu vois. Nous, on va être un support différent pour eux à utiliser. Et on a eu quasiment zéro friction. On a eu bien sûr des questions, dire voilà, comment ça va se passer avec les NFT si jamais le contrat s'arrête, tu vois, enfin pas mal de petites choses comme ça. Mais au final, ils sont vraiment plutôt positifs sur cette partie-là parce qu'ils y voient aussi le côté, bah oui, on va pouvoir avoir du second marché, on va pouvoir avoir plus de relations avec les fans, étant donné qu'on pourra savoir exactement ce qu'ils peuvent avoir à tout moment dans leur portefeuille au final, créer des événements spéciaux, créer des offres spéciales. Donc, non, il y a pas de friction, mais je pense que c'est surtout dû à notre profil et aux gens qui sont dans notre réseau. C'est-à-dire que demain, je fais ça avec un truc où je connais pas du tout, tu vois, genre le vin. Du coup, j'arrive et on va me dire, mais t'es qui? Enfin, genre, pourquoi, qu'est-ce que tu y connais alors que là, c'est notre métier. On était sur les circuits depuis dans les 6 7 dernières années pour moi et 15 ans pour mon associé. Donc, on respire l'essence ou l'électrique aujourd'hui, disons, mais c'est Ok, notre truc, quoi. yes, bah ouais, ça vous apporte quand même toute la crédibilité pour aller les voir, ça c'est clair. Sur vos cartes sous forme de NFT, vous allez évidemment venir greffer le graphisme. Oui. Ensuite, quelles spécificités vous allez mettre, quelles caractéristiques des voitures vont rentrer en compte sur les cartes? On va parler du gameplay après, mais au Ouais. préalable, je voulais d'abord connaître ça. Non, pas de souci. Alors, sur les voitures, tu as déjà tout ce qui est stats qui sont immuables. C'est-à-dire que les voitures, elles ont une année de production, elles ont une marque, elles ont un modèle, elles ont une année, j'ai déjà dit, pardon, elles ont un pays, elles ont une marque, déjà dit aussi, pardon. Elles ont le carburant, elles ont aussi le fait que c'est une voiture d'une telle catégorie. Par exemple, c'est une hypercar, c'est une voiture classique, etc. Donc, on les a classées en plusieurs catégories. Et ensuite, tu as toute la partie un petit peu fantasy, gameplay qui vient se greffer à ça. Donc, notamment la note du véhicule, qui a aussi une partie réelle, c'est-à-dire la voiture, est-ce qu'elle est performante dans la réalité? Est-ce qu'elle est rare dans la réalité, en fonction du nombre d'exemplaires qui a été produit? Et est-ce qu'elle a une cote d'amour? Tu vois, c'est quelque chose d'assez subjectif, mais par exemple, tu as une DeLorean, ben, c'est quelque chose qui est extrêmement mythique, tu vois, comme une 205 GTI, comparé à certains modèles qui sont assez peu au final mythique ou aimé du public, ben, on a cette note-là. On est en train d'introduire aussi notre note pour un petit peu pimenter ça. Et ensuite, tu as la partie qui compose la note aussi, du niveau du véhicule, un peu comme de l'XP. Plus tu le fais jouer, plus il va monter en niveau, mais aussi l'état mécanique et l'état esthétique du véhicule. C'est-à-dire que tu vas devoir restaurer ton véhicule, plus tu le fais jouer, plus il s'abîme. Et du coup, bah, en fonction de son état de restauration, tu vas devoir bah, peut-être l'amener au garage parce que bah, tu pourras plus concourir dans certains concours et où ta voiture, en fait, elle sera avec une note tellement faible qu'elle n'aura plus d'intérêt gameplay à être mise en avant. Et après, tu as deux, trois petites d'autres choses, la certification. Enfin, bref, c'est pas le plus important. Et surtout, en fonction des univers, parce qu'on a trois univers, comme je te disais, qui sont la course, le show-off et l'élégance, et on parlera du gameplay après, l'idée c'est que en fonction de l'univers dans lequel tu vas faire concourir ta voiture, bah, tu vas avoir disons une note différente, une note générale différente. Par exemple, une Bugatti, bon, c'est un mauvais exemple, disons, mais une Renault Clio 16S, par exemple, elle va être potentiellement pas trop mal en course, mais en show-off, un peu genre dans les rues de Londres, quand tu sors tes supercars ou autre, bah, pas trop d'intérêt, tu vois, ça fait pas bander, pardon, si, mais c'est l'idée, quoi. Et en élégance, tu vois, genre concours d'élégance, est-ce que la voiture c'est la plus belle, tout ça, bah, pareil, quoi, c'est pas ouf, quoi. Donc, on a vraiment ce côté plusieurs univers. Comme ça, tous les collectionneurs et tous les types de personnes qui aiment l'auto peuvent se retrouver avec quelque chose de plus perf, élégant ou show-off, quoi. Yes, ok, très clair. On arrive au gameplay, comment ça se passe, et ensuite, quels sont les prix à gagner, in fine, pour les utilisateurs? Ok. Gameplay, du coup,
tu as ta collection que tu as grâce à l'achat de pack ou au pack que tu peux gagner dans le jeu, sachant qu'on a aussi une version gratuite. Tout n'est pas NFT, c'est-à-dire que tu arrives, on te donne des cartes, tu peux jouer avec, mais celles-là ne sont pas revendables et à la manière de Sora ou de tous les free-to-play, disons, tu as ce côté accessibilité d'une grande partie du jeu. Par contre, le NFT va te permettre d'aller progresser plus vite, d'avoir des cartes plus rares, donc de l'accès à certains événements en priorité, etc. etc. Tu as vraiment ce côté pay to fast, un petit peu comme les free-to-play qu'on peut connaître, Clash Royale et autres qui sont les plus successful, ou Fortnite et tout ça. Enfin, il y a le côté, disons, pay to fast et skin. Et en plus de ça, donc le gameplay, c'est des batailles donc, sur les différents univers où on va te dire, ben voilà, là, c'est une course sur le Paul Ricard, donc tu dois amener que des cartes qui sont fortes en performance. Et tour après tour, tu vas devoir en fait mettre une carte face à un adversaire qui aura fait de même du coup. Et on va comparer la note générale que tu peux affecter avec des bonus, un peu comme au Milborn. Donc, par exemple, tu peux, un peu comme si derrière le rideau, tu avais saboté le véhicule de l'adversaire ou justement biaiser le panneau d'affichage pour dire que ta voiture, elle va plus vite. Enfin, tu as pas mal de petites choses comme ça qui vont faire que ton but, c'est d'être le meilleur, d'avoir le meilleur score à la fin. Et pour ça, tu dois ruser et essayer d'être le plus fort sur cette bataille-là. Et ça va de même sur la partie d'élégance ou show-off avec du coup un narratif différent, un jury qui est là pour noter les véhicules sur l'élégance, etc. Et tu as un deuxième mode de jeu qui est plus un mode de jeu lié aux objectifs, un peu comme sur FIFA, tu vas avoir différents objectifs par exemple, compléter telle collection, avoir 20 véhicules français dans ta collection, etc. etc. Et ce qu'on appelle, nous, la draft, c'est justement ce que je te disais avec Lewis Hamilton tout à l'heure, c'est que tu as un plateau de jeu, pardon, avec différents slots pour mettre tes véhicules dessus et que ce soit avec tes véhicules ou avec des véhicules aléatoires, parce qu'on veut aussi avoir cette accessibilité-là de pouvoir jouer avec aussi tout type de véhicules, bah, tu vas devoir compléter un challenge avec des règles type il faut faire un garage avec que des véhicules français ou alors 3 véhicules français, 2 italiennes, une allemande, Hmm. avec des véhicules qui sont entre les années 80 et 90. Parce que voilà, c'est le musée de je ne sais où qui te demande de faire cette collection-là parce qu'on en a besoin pour épater des clients, je ne sais pas, ou tel garage. Enfin, il y a tout un narratif qu'on est en train de construire. Tout ce que je te dis là, ça reste quand même assez proto et bêta parce qu'on peut changer dans les prochaines semaines, quoi. Yes. Business model, j'imagine que c'est les fees. Alors, business model, on vend des cartes, des packs de cartes, et derrière, on a des frais à payer aux marques, tu vois, pour les royalties, un peu comme la plupart des contrats de royalties fonctionnent. Et ensuite, on a le second marché où on va prendre une partie des frais pour les utilisateurs afin de payer nos frais de fonctionnement, sachant que les gas fees ne sont pas payés par les utilisateurs, mais par nous, parce qu'on utilise pareil, un relayeur de métatransaction qui permet en fait, d'abstraire aussi la blockchain sur ce côté second marché. Dire en fait, OK, moi je paye un USDC, j'ai des frais sur ma plateforme que nous on récolte de 5%, mais à la fin, tu n'as pas interagi avec la blockchain, tu n'as pas signé les transactions, tu l'as fait une fois avant pour nous autoriser à le faire pour toi, mais ça nous permet en fait de simplifier l'expérience à mort aussi, quoi. Ouais. OK. Les premières, ce sera peut-être ma dernière question, en termes d'accessibilité, j'imagine qu'une Bugatti Chiron coûte plus cher qu'une voiture de première gamme, on va dire. Oui. Comment est-ce que c'est accessible à tous? À partir de combien on peut commencer à venir à jouer à Car FT? Alors en fait, on a un système économique qui a été conçu, si tu veux, pour être ultra accessible. Je m'explique. Tu as des cartes gratuites. Donc ça, les cartes gratuites, c'est vraiment de l'aléatoire. C'est-à-dire que tu peux tout avoir dessus, mais comme je te dis, elles ne sont pas revendables. Mais tu peux dropper, comme sur FIFA et autres aussi, des trucs très rares comme des Bugatti, des Pagani et autres. Après, tu as des événements qui vont être thématisés et qui vont être conditionnés potentiellement. Ce que je te dis, ce n'est pas encore 100% certain, mais conditionné par exemple à la possession d'un NFT Bugatti, par exemple, pour rentrer en avant-première dans un événement. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'en face, quand on aura cet événement, bah, potentiellement, tu vas avoir le pack de cartes Bugatti qui sera à entre 9 et 19 euros pour le premier pack. Tu auras 100% de chance d'avoir un NFT Bugatti dedans, avec bien sûr une rareté assez basse. Mais justement, on est plus sur de la rareté ou plutôt le système économique sur la marketplace a été pensé pour que le prix des cartes les plus basses soit capé à max 10-15 euros. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'une Bugatti s'envole en termes de prix parce que voilà, c'est une Bugatti, mais on veut que ça reste accessible à tout le monde. Je ne sais pas si tu OK. comprends là-dessus, mais c'est par le système des packs thématisés. C'est-à-dire tu auras un pack Bugatti, un pack Renault, où tu seras sûr d'avoir ce genre de carte dedans si tu en as besoin
pour l'accès à certains événements ou si tu veux compléter ta collection. Et du coup, ben, machinalement, sur la marketplace, tu ne pourras pas te retrouver avec des voitures qui coûtent trop cher parce que tu es sûr, pour un certain prix qui est bas, 9 euros par exemple, d'avoir des NFT de cette marque. Après, tu ne sauras pas exactement lequel, mais le but, c'est pas de faire de la spéculation. Il peut y arriver qu'il y ait de la spéculation sur des cartes les plus rares et autres, mais en aucun cas, elles auront une influence sur le gameplay. C'est ce qu'il faut aussi savoir. Yes, on va Tu peux arriver avoir sur une la même fin de voiture l'interview. avec différentes raretés. Tu vois, c'est un peu comme, par exemple, dans Sorare, tu as la rareté Legendary, etc. Enfin, je ne sais plus comment ils les appellent, unique, rare, etc. Et du coup, tu as ce même système-là, quoi. Ouais, ça marche. On va arriver sur la fin de l'interview, Morgane. Je voudrais savoir quels sont les enjeux côté KRFT sur 2023-2024. Quels vont être les points de passage importants pour vous? Alors, les enjeux, là déjà, on finalise une levée de fonds. Ensuite, ça va nous permettre de justement lancer le jeu en plusieurs phases avec la mise en route assez forte de notre marketing qui va prendre de plus en plus de place. Une autre levée de fonds l'année prochaine pour aller plus loin en termes d'ambition. Et justement, on arrivera sur 2024 avec là un mode de jeu qui va arriver sur mobile plus orienté course, justement. Je n'ai pas dit qu'on n'en ferait pas, mais on le fera différemment. Encore une fois, sur de la stratégie et non pas du pilotage. Et on va essayer en fait de s'étendre, que ce soit sur l'Europe de l'Ouest, mais aussi sur le continent nord-américain, qui est un continent extrêmement important pour nous. Peut-être pas avec un bureau là-bas directement, mais en tout cas avec des opérations, étant donné que les partenariats, c'est très important pour nous. Et notre but, c'est d'être partout, c'est d'être sur les circuits, les plus gros événements, auprès des plus grosses marques, pour être vraiment intégré dans la vie, si tu veux, des amateurs auto. Parce qu'on se voit plus qu'un jeu, mais comme aussi un média et un programme de récompense par rapport au temps et à l'argent que tu vas dépenser dans notre application et notre jeu, quoi. Eh ouais, non, c'est clair, ça va ouvrir beaucoup de portes ensuite, par la suite, une fois que ça sera mis en C'est route. ça. Ok, bah, je te remercie. Bon courage pour la suite et puis Merci à toi. à bientôt, Morgane. Eh ben, à bientôt, Pierre. Merci beaucoup pour l'interview. Salut.